Bresse, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup de nous accueillir dans votre bureau du Collège de France. C'est la première fois que je mets les pieds dans cette vénérable institution. Non. Je suis un peu... En même temps, il n'y a pas vraiment d'occasion pour Oui. un Français moyen de venir ici. Ah si, pour assister aux conférences, mais c'est vrai, pardon. Donc je vais tenter une petite présentation. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Vous êtes philosophe. Vous avez été titulaire de la chaire de philosophie de la connaissance et du langage ici même au Collège de France de 99 jusqu'à 2010. 95. Ah pardon. Voilà, c'est parti. 95 jusqu'à 2010. Et vous êtes depuis professeur émérite. Honoraire. Honoraire. Il n'y a pas d'éméritat au Collège de France. D'accord. Donc ça doit être tout à fait exact. En même temps, je ne connais même pas la différence entre émérite et honoraire. C'est-à-dire, un professeur émérite, c'est quelqu'un, d'abord l'éméritat se demande, on le demande à l'université à laquelle on a enseigné, donc ça peut théoriquement se refuser, bien que ça n'arrive pour ainsi dire pas, et puis ça donne le droit éventuellement de faire des cours, par exemple, alors que bien qu'étant à la retraite, enfin en tout cas de participer, de participer encore d'une certaine façon et dans certaines limites à l'enseignement. Tandis que le professeur honoraire, c'est purement, comme le nom l'indique, honorifique. D'accord. Mais vous disposez quand même d'un bureau. Voilà, mais c'est plutôt c'est un peu un quelque chose qui nous passe-droit, oui, c'est quelque chose qui nous est plutôt... C'est comme Delanoë qui conserve un bureau à la mairie de Paris alors qu'il est primaire. C'est un peu ça. J'espère simplement que ce n'est pas aussi discutable que peuvent l'être certains des privilèges dont continuent à bénéficier les hommes politiques. Mais oui, j'ai un bureau que je partage avec une collègue. Non, mais je ne vous fais pas le reproche, on est très contents de nous sommes en ce moment. Donc vous êtes professeur honoraire. Vous avez été un élève brillant de l'école normale supérieure. Vous êtes arrivé premier à l'agrégation de philosophie. Et vous avez soutenu votre thèse en 1975, il me semble. Oui. Et votre thèse portait sur l'œuvre du philosophe Ludwig Wittgenstein. Et en ce sens, vous êtes l'un des représentants les plus, on va dire, célèbres dans le milieu de la tradition analytique en philosophie. Donc vous êtes spécialiste en plus de Wittgenstein, de l'écrivain autrichien Robert Musil, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages, mais aussi de l'œuvre de Karl Kraus. Et alors là, pardon, je vois sur votre bureau, voilà, donc comme ça on peut montrer sa photo. Et Karl Kraus, vous pouvez juste expliquer, peut-être tout le monde n'est pas familier avec lui, c'est un satiriste. Oui. Autrichien. Satiriste et polémiste autrichien qui s'est illustré notamment par sa critique de la presse. Bon, c'est une des choses qui m'ont le plus intéressé au départ. Mais il y a un bon nombre d'autres aspects à considérer, et en particulier, surtout en ce moment, les deux livres majeurs qu'il a écrits, l'un sur la guerre de 14, qui est une tragédie, intitulé Les derniers jours de l'humanité, qui est difficile, pour ne pas dire impossible à représenter, parce que c'est horriblement long, bien que ça a été fait tout de même 2 ou 3 fois. Donc ça, c'est un des livres sur lesquels il me semble qu'il vaudrait la peine d'insister en ce moment, puisqu'on célèbre le centenaire du déclenchement de la guerre de 14. Et puis il y en a un deuxième qui est, à mon sens, au moins aussi important, peut-être encore plus, donc il s'appelle le Troisième nuit de Walpurgis, qui a été traduit par les éditions Agone, et pour lequel j'ai fait une préface très très longue, puisque presque les dimensions d'un livre. Alors ce sont 2 livres absolument majeurs, et le deuxième me semble être un des plus grands livres qui a été écrit sur le nazisme, qui malheureusement n'est toujours pas, dont l'importance malheureusement n'est toujours pas reconnue autant qu'elle le devrait. D'accord. Alors il y a encore bien d'autres aspects dont on pourrait parler dans l'œuvre et l'action de Kraus, enfin, on reviendra sur lui après. Éventuellement. Oui, on va y revenir sûrement après, plus sur son travail sur la presse de son époque et sur la critique, on va dire, plutôt radicale qu'il en a faite. Et en fait, alors vous n'êtes pas le plus médiatique des philosophes, c'est pas vexant pour vous si je dis ça. Non. c'est un fait. Et du coup, je me suis demandé comment moi, qui ne suis pas particulièrement au fait de la production universitaire en philosophie, j'en suis arrivée jusqu'à vous, alors que je n'ai pour outil de prescription finalement que les médias généralistes,
la télé, la radio, etc. Donc j'ai essayé de m'en souvenir, par quel biais je vous ai connu. Alors je suppose que c'est par l'un de vos papiers dans le monde diplomatique, puisque vous avez écrit un certain nombre d'articles dans ce journal, et je pense que c'est un de vos papiers où vous critiquiez de manière là aussi assez radicale la presse française, ou peut-être un de ceux où vous défendiez Noam Chomsky, dont vous connaissez aussi très bien le travail. Et du coup, je pense que j'ai noté votre nom quelque part, et puis je suis allée à la pêche aux informations, principalement sur Internet, et puis j'ai écouté vos conférences, et j'ai même entrepris la lecture de certains de vos livres, et dont le dernier, qui n'a pas proprement, dont on ne va pas parler ici parce qu'il concerne les rapports entre philosophie et religion. Je pense que c'est le troisième volet d'une trilogie sur les rapports entre philosophie et religion. Mais voilà, en gros, pour vous situer comment j'en suis arrivée jusqu'à vous. Et en fait, tout ça, je me suis posé la question, parce que dans votre fiche Wikipédia, vous voyez ce que c'est, vous avez déjà lu votre fiche Wikipédia? Oui, ça m'est arrivé. Enfin, je regarde le moins possible ces choses. Que je trouve toujours très approximatives. Et puis, en plus, une fois que les erreurs sont là, c'est peut-être là que j'ai trouvé mérite plutôt que non. Oh oui, mais ça, c'est vraiment sans importance. En revanche, par exemple, à un moment donné, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais j'étais considéré comme assez proche du point de vue politique des conservateurs américains. Je ne sais pas qui avait écrit cette idiotie, mais je n'avais pas particulièrement apprécié. Mais malheureusement, c'est assez fréquent, vous savez, que ça se passe comme ça. Bon. Donc, c'est tout le problème d'ailleurs d'Internet. Hein. Ouais. Moi-même, je l'utilise énormément. Ça permet de gagner un temps fou. Et donc, je suis très heureux que ça existe. Mais en même temps, il faut en faire un usage averti. Oui, et prudent. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai essayé de faire ça. Après, je n'ai pas tout trouvé sur Internet, mais quand même, là, de ce dont on va parler, c'est des textes qui sont disponibles sur Internet. Oui, vous avez écrit sur le site des éditions Agone, il y en a beaucoup. Et donc, dans votre fiche Wikipédia, on dit de vous que vous avez construit votre chemin intellectuel en marge des grandes modes philosophiques, en vous inscrivant ainsi dans la lignée discrète de la philosophie des sciences. Et ces lignées discrètes qui m'a frappée, parce que vous avez dit vous-même que quand vous avez choisi votre orientation philosophique, vous disiez un philosophe qui choisit l'orientation analytique de préférence à sa rivale continentale a toutes les chances d'être considéré comme un marginal ou un excentrique. Et par ailleurs, j'ai lu dans l'avant-propos de votre essai 6, où vous parlez de l'influence des positivistes, le philosophe Jean-Jacques Rosa qui explique qu'un professeur de philosophie qui avouerait n'avoir jamais lu Bachelard, Merleau-Ponty, Heidegger se discréditerait, mais pourrait tranquillement annoncer par contre qu'il ignore pratiquement tout de Carnap, Schlick ou Neurath. Alors je ne suis pas professeur de philosophie, je n'ai pas de formation universitaire en philosophie, mais je connais Heidegger, je connais quelques-uns de ses concepts, je connais son œuvre, je connais Bachelard, je connais Merleau-Ponty, mais j'ignore tout de Schlick et de Carnap. Et je me demande en fait comment est-ce qu'un courant philosophique parvient à s'imposer à l'attention du grand public. Comment se fait-il que moi, je connaisse, n'ayant pas de formation philosophique, je connaisse pourtant certaines œuvres, mais que tout un pan un pan de la tradition philosophique, philosophie des sciences, philosophie analytique, me soit complètement inconnu. Parce que vous n'êtes pas responsable de cet état de choses, c'est la philosophie française qui est. C'est parce que vous avez été, je suppose, formé en philosophie dans le contexte de la philosophie française, qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps parlait extrêmement peu, voire pas du tout de ces choses-là, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la philosophie analytique. Alors c'est assez ahurissant de constater que à peu près invariablement dans les journaux, quand il est question de la philosophie analytique, on dit la philosophie analytique anglo-saxonne. Oui. Bon, ce qui est une absurdité totale. Premièrement, la philosophie analytique est largement d'origine européenne. On considère généralement que son créateur, donc le logicien Gottlob Frege, qui était, sauf erreur de ma part, était allemand. Une bonne partie de ses représentants sont des gens qui ont commencé leur carrière en Autriche. Bon, vous évoquiez à l'instant le cercle de Vienne. Donc c'est une tradition qui est largement européenne. Et en outre, elle est pratiquée actuellement partout.
Bon, ce qui est vrai, c'est que la France est probablement un des pays qui continue à résister le plus fortement à l'influence de la philosophie analytique, qui est cependant présente. Bon, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui elle est inconnue, qu'elle est ignorée en France. Elle est présente. Bon. Mais on a l'impression qu'il y a toujours une certaine résistance qui continue à s'exercer. Donc, malheureusement, c'est un fait qu'il est encore tout à fait possible, dans le monde philosophique, d'ignorer complètement une tradition qui, en l'occurrence, est quand même une des traditions les plus importantes de la philosophie du XXe siècle. Hein, mais ça vaut, si vous voulez, je ne suis pas en train de m'en prendre uniquement aux représentants de ce qu'on appelle la philosophie continentale, parce que en sens inverse, ça n'est pas mieux. J'ai rencontré énormément, j'ai même rencontré constamment des philosophes analytiques qui ignoraient des pans entiers eux-mêmes, des pans entiers de l'histoire de la philosophie contemporaine, qui n'avaient pas lu, qui n'avaient lu ni Husserl, ni Heidegger, ni Nietzsche, enfin vous voyez. Par conséquent, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi la communication à l'intérieur du monde philosophique se fait-elle si mal, et quelquefois entre des univers qui sont extrêmement proches l'un de l'autre, ne serait-ce que du point de vue géographique. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie analytique, disons, au début, ou peut-être plus exactement dans le milieu des années 60, c'était étonnant de voir la façon dont on ignorait ce qui se passait de l'autre côté de la Manche. C'est-à-dire, on était toujours en train de dénoncer l'ethnocentrisme, les représentants les plus éminents de la philosophie française. On les entendait sans arrêt dire qu'il faudrait s'intéresser à la philosophie extrême orientale, à des choses éloignées, difficiles, etc. Mais ce qui était proche et tout à fait accessible pouvait l'être tout autant, et même encore plus. Donc, c'est pas vous qui êtes fautive. D'accord. Mais en revanche, quelles conséquences est-ce que ça a pu avoir sur, sur la manière dont je me représente le monde, sur, je sais pas, je pourrais aller jusqu'à quelles conséquences ça peut avoir sur mes orientations politiques, sur la manière dont je décrypte certains phénomènes. Est-ce que ça en a, ou c'est secondaire et puis... Ça n'est jamais tout à fait secondaire, mais c'est un fait que c'est extrêmement difficile d'avoir une maîtrise complète de ce qui a pu se passer dans le domaine de la philosophie, disons, je ne sais pas, depuis le début du XXe siècle, et même peut-être autant, et même peut-être encore plus dans les 50 dernières années, parce que malheureusement il se passe tellement de choses à tellement d'endroits différents qu'on est obligé on est contraint inévitablement de choisir. Alors effectivement, il y a même moi qui... Bon, j'ai fait l'effort personnellement de m'intéresser, dans la mesure du possible, et dans les limites de la connaissance que je peux avoir des langues étrangères, j'ai essayé de m'intéresser à peu près à part égale aux trois grandes traditions que nous connaissons. Il y en a à côté de ça que nous ignorons totalement. Bon, mais je veux parler de la tradition anglo-saxonne. Je vais commencer par la tradition française quand même, à tout seigneur, tout honneur, la tradition française, la tradition analytique et la tradition allemande. J'ai essayé de m'intéresser à ces trois-là, et je suis conscient je regrette à chaque instant de ne pas lire le russe, de ne pas lire le chinois, de ne pas lire l'arabe, parce qu'il faudrait aussi s'intéresser à ça. Donc, à chaque fois, effectivement, on a l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a une tradition importante à laquelle on est incapable d'accéder. On a le sentiment de perdre quelque chose. Quoi, au juste, c'est difficile à dire. Dans le cas de la philosophie analytique, ce qui m'a attiré vers elle, et que je ne trouvais pas dans la philosophie française de l'époque, donc comme je l'ai dit, c'était le milieu des années 60, les années 70. Ce que je ne trouvais pas, c'était un goût pour la clarté et la précision, qui me paraissait avoir disparu, pour l'argumentation aussi. Et puis, il y avait cette tendance que j'ai conservée à essayer autant que possible d'imiter en philosophie les vertus de la science, c'est-à-dire de chercher, si vous voulez, à être clair, précis, exact, à argumenter, à répondre à des objections quand elles sont formulées, qui étaient des choses qui étaient à peu près absentes de la philosophie telle qu'elle était pratiquée dans ces années-là. Parce qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est revenu plus ou moins en France aux années 60,
Oui, vous parlez de retour triomphal. Voilà, à peu près sans distance critique, c'est-à-dire tout ce qui nous... J'ai l'impression que ce qui me gênait moi, et je n'étais pas tout à fait tout seul à être gêné par ça, dans cette façon de pratiquer la philosophie, ne gêne personne actuellement. C'est-à-dire les jeunes générations qui s'intéressent à ça le font à nouveau comme si tout recommençait, sans que rien se soit passé entre-temps, sans qu'il y ait eu des objections formulées, s'il y a eu des déficiences qui ont été repérées. Enfin, vous voyez, il y a ce problème-là. Et alors, vous m'avez présenté comme étant un philosophe des sciences. Je ne suis pas un philosophe des sciences parce que il est vrai que je me suis intéressé à la philosophie des sciences, par exemple à la philosophie des mathématiques et à la philosophie de la physique. Bon, j'ai fait pendant 3 ans au Collège de France un cours sur Boltzmann, le physicien, que j'espère publier bientôt. Donc je me suis intéressé à la philosophie des sciences, je continue à m'y intéresser, mais j'ai écrit presque autant sur la littérature que sur la philosophie des sciences. Et là aussi, je n'ai pas choisi, si vous voulez, entre ces deux choses, contrairement à la façon dont je suis présenté assez souvent. J'entends dire, ou quelquefois même je lis, que je suis un épistémologue, que je suis un logicien, que... Non, ça me gêne énormément, si vous voulez, de lire des choses comme ça, parce qu'il suffit de regarder une bibliographie pour se rendre compte que j'ai aussi écrit beaucoup sur les écrivains. Par exemple, j'ai écrit sur Valéry, j'ai écrit sur Musil, j'ai écrit sur d'autres écrivains encore. Gottfried Keller, par exemple, dans le dernier livre auquel vous avez fait allusion, Le danseur et sa corde. Mais en même temps, je suis conscient, surtout en vieillissant, que le temps et le temps, l'énergie et les compétences manquent de plus en plus pour arriver à s'intéresser simultanément à tout ça. Et pour en tirer éventuellement donc, des choses intéressantes. Et alors, en fait, la question que je me posais, c'est si la philosophie analytique n'est finalement pas très médiatisée, parce qu'on ne voit pas beaucoup de représentants de votre espèce dans les médias, vous dites que le reproche qu'on lui fait le plus couramment, c'est que sa problématique n'a aucun rapport direct avec les grandes questions philosophiques traditionnelles. Donc je me disais peut-être qu'elle n'est pas très médiatisée parce que vous n'êtes d'aucune utilité aux médias ou au public, vous ne donnez pas de réponse aux questions que se posent les gens, on ne va pas faire appel à un philosophe des sciences ou du langage pour lui demander son avis sur la peine de mort, sur le mariage pour tous, sur l'euthanasie. Est-ce que ça vous paraît justifié comme reproche, ou est-ce que au contraire on se fourvoie, enfin vous auriez peut-être des réponses plus claires et plus précises à nous donner sur ce genre de grandes questions, ou alors est-ce que ce ne sont pas du tout des grandes questions finalement? Non, je pense que la philosophie analytique est tout à fait en mesure de donner des réponses souvent plus solides et plus argumentées que celles dont on se satisfait généralement. Alors pourquoi a-t-elle aussi peu de place dans les médias? Je suppose que c'est en grande partie parce qu'elle passe pour très technique, c'est-à-dire encore plus technique que la philosophie à laquelle on est habitué, et d'une technicité qui pose des problèmes particuliers. Parce que, par exemple, pendant longtemps, il y avait cet usage dominant de la logique qui pouvait constituer un obstacle. Ce n'est pas que la philosophie qu'on a l'habitude de lui opposer, qu'on appelle par commodité la philosophie continentale, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas qu'elle ne soit pas elle-même technique, ça semble une technicité plus abordable. Oui, mais c'est peut-être uniquement parce qu'on y est plus habitué. Quand je lis un texte, je ne sais pas, de Foucault ou Deleuze ou un texte de vous, je ne trouve pas que l'un soit d'une clarté limpide par rapport... Vous avez entièrement raison. Je dois reconnaître moi-même, je les trouve souvent extrêmement difficiles, pour ne pas dire incompréhensibles. J'ai de grosses difficultés avec un certain nombre d'entre eux. Mais en revanche, effectivement, il est vrai que la philosophie analytique semble moins concernée, je ne dirais pas par les grandes questions, parce qu'elle est très concernée, elle a toujours été tout à fait concernée par les grandes questions traditionnelles, mais il faudrait dire les questions d'actualité. Bien sûr, les grandes questions métaphysiques traditionnelles. Bon, si vous regardez un philosophe comme Wittgenstein, pour autant qu'on puisse encore le considérer comme un philosophe analytique, il y a beaucoup de gens qui pensent que en réalité, il est bien plus proche de la tradition continentale que de la philosophie analytique. Mais ce sont des gens qui se sont occupés, pour l'essentiel, des problèmes philosophiques traditionnels. Et ils l'ont simplement fait à l'aide d'une méthode qu'ils considéraient comme nouvelle et meilleure. Il y a une période dans la vie de Wittgenstein, donc les années 30, grosso modo, où il était convaincu
d'avoir trouvé la méthode qui permet de régler les problèmes philosophiques. On dirait qu'il n'était pas le premier, mais c'est une illustration de plus de ce phénomène récurrent, qui est qu'il s'agisse de Kant, de Descartes, de Husserl. On voit apparaître périodiquement des philosophes qui disent « Ah ben non, jusqu'à maintenant, les philosophes s'y sont pas pris du tout comme il aurait fallu. Moi, j'ai trouvé la bonne façon de faire et grâce à moi, la philosophie va entrer dans une ère nouvelle, va résoudre ses problèmes, etc. » Donc, la philosophie analytique, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas décidé de s'occuper exclusivement d'une catégorie de problèmes sans importance réelle, c'est-à-dire les problèmes en gros du langage. Elle s'est occupée de toutes les espèces de problèmes, y compris les problèmes éthiques. Par exemple, il y a eu des contributions extrêmement importantes venues de la tradition analytique qui ont été apportées à la réflexion éthique et qui ont fini d'ailleurs par pénétrer en France. Bon, il y a un nombre considérable d'ouvrages qui ont été traduits. Ce qui fait que la différence importante peut-être et qui risque d'être déterminante pour les médias, c'est que c'est un type de philosophie qui est évidemment beaucoup moins dominé par la pression des questions d'actualité. C'est sûr. Bon, encore une fois, il y a eu des philosophes analytiques qui étaient tout à fait capables d'apporter des contributions à des questions éthiques, à la question de l'avortement, il y en a eu, il y en a toujours. Quelqu'un comme Ruvén-Augien, d'ailleurs, est largement un héritier de cette tradition. Je l'ai eu comme élève. Donc ah bon il a même fait sa thèse sous ma direction. Il a fait une thèse sur la faiblesse de la volonté. Donc une thèse appuyée, ayant pour point de départ Aristote. C'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'estime et que je considère comme un des meilleurs élèves que j'ai eu. Donc, il a été largement formé à l'école analytique. Par conséquent, c'est totalement injuste et arbitraire d'affirmer que la philosophie analytique ne s'occupe en réalité que d'une toute petite partie et pas la moins intéressante des questions philosophiques. Mais alors, il y a ce problème des questions d'actualité, en particulier des questions politiques, où là, la situation devient peut-être un peu plus compliquée. Parce que, alors moi j'ai souvent entendu dire que les philosophes analytiques étaient forcément du point de vue politique conservateurs ou conformistes ou apolitiques, ce qui pour beaucoup de gens revient au même. Alors on pourrait citer quand même un certain nombre de contre-exemples. Il y a Bertrand Russell, dont on vient de publier un recueil de textes politiques sous le titre « Le pacifisme et la révolution », si je me souviens bien. Alors voilà un philosophe par exemple qui est totalement méconnu, à peu près totalement méconnu sous cet aspect. Et c'est un philosophe qui s'est occupé constamment de questions d'actualité. Et là, dans le cas précis, il s'agit de textes pacifistes, c'est-à-dire de textes qui ont été écrits contre la guerre de 14, qui lui ont d'ailleurs valu la prison, etc. Mais pardon, je vous interromps, mais justement, Russell disait qu'il refusait de faire un lien direct entre sa pratique philosophique et son engagement politique, que voilà, ça n'avait pas, on ne demandait pas forcément à un philosophe de calquer sa pratique philosophique à un engagement politique. Est-ce que c'est... D'ailleurs, vous avez raison, c'est un problème qui se pose. Il y a chez ce genre de philosophes une tendance à séparer beaucoup plus nettement les deux choses. C'est-à-dire que ce sont des philosophes qui résistent énormément à la tentation de voir le travail théorique sur les influencé et d'une certaine façon contaminé par la pression des considérations qui relèvent de la philosophie pratique. Et là, on a un problème majeur qui est celui du poids respectif dont pèse la philosophie théorique et la philosophie pratique. Brentano pensait que quand la philosophie pratique devient dominante, c'est-à-dire quand les questions de philosophie pratique prennent le pas sur les questions théoriques, c'est un symptôme caractéristique du déclin de la philosophie. Alors on pourrait s'interroger sur ce qui est en train de se passer en ce moment, sur est-ce qu'on n'est pas de ce point de vue-là dans une phase de déclin assez typique, parce qu'effectivement, je trouve pas que la philosophie théorique, sauf peut-être chez quelques exceptions, comme par exemple Badiou, qui continue, apparemment lui, réussit à pratiquer, à mener de front l'exploration des deux domaines, la philosophie théorique, c'est-à-dire à écrire des livres hautement théoriques, en tout cas il en a écrit un bon nombre, et je pense qu'il continue, et puis à s'occuper en même temps des questions pratiques. Mais il y a ce problème, vous avez raison, d'articulation entre les questions théoriques et les questions pratiques,
et le problème de l'autonomie qui doit en principe, me semble-t-il, en tout cas être reconnu aux questions théoriques. Et là, on peut avoir en effet l'impression que la philosophie analytique est restée plutôt, s'est cantonnée plutôt dans le domaine théorique, et a eu tendance à tenir à distance les questions pratiques. Mais il y a un exemple plus récent qui me semble-t-il qu'on peut mentionner, c'est Michael Dummett, qui est vraiment un des plus grands philosophes analytiques de la période récente. Il est mort il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement en quelle année, que j'ai connu un petit peu, qui a écrit notamment sur Frege et qui a expliqué que le premier livre qu'il a publié sur Frege, la publication du livre a été retardée parce que entre-temps, il avait découvert que Frege, dans la dernière période de sa vie, avait écrit dans son journal, avait tenu des propos qui étaient pas seulement anti-français, parce que c'était après la guerre de 14, mais également antisémites. Donc ça lui a posé un énorme problème, il se sentait tout à fait concerné par ce genre de questions. Il avait d'ailleurs passé un certain temps à lutter contre la montée du racisme et de la xénophobie en Angleterre. C'est-à-dire, je crois, essentiellement pour ça, pas tellement à cause de ce qu'il avait découvert à propos de Frege, mais essentiellement pour cette raison-là, si vous voulez, que la publication de son livre a pris du retard. Donc il y a eu des philosophes analytiques qui se sentaient tout à fait concernés par les questions politiques et les questions pratiques en général. Mais il est de fait que ça a été moins dominant et déterminant que pour la philosophie française, tout au moins si on se réfère à une époque où on considérait que tout est politique. J'ai vécu cette période où effectivement une philosophie devait être jugée sur ses implications politiques. Ce qui malheureusement, dans le cas de Heidegger, semble avoir été oublié. C'est-à-dire dans le cas de Heidegger, ça n'a joué aucun rôle. Lui, on dirait qu'il bénéficie d'une exception particulière, parce que je n'ai vu aucun des philosophes médiatiques qui se réclament de lui à tout bout de champ, tout d'un coup dire, bon ben voilà, cette philosophie, cette théorie, je la rejette complètement au vu de ce que j'ai appris, puisque ce qu'on appelle les cahiers noirs, je crois, sont sortis, et où il y avait des écrits clairement antisémites. Et comment vous expliquez qu'on accorde à Heidegger ce qu'on n'accorde pas finalement à d'autres? J'ai essayé de trouver une explication, ou en tout cas un commencement d'explication à ça. J'ai écrit il y a déjà pas mal d'années un article intitulé « Heidegger et la gauche intellectuelle française », dans lequel je m'étonnais, après beaucoup d'autres, du fait qu'un philosophe qui était notoirement nazi, parce que c'était une chose connue, je veux dire, c'est quand même désolant de constater qu'il y a encore des gens qui sont apparemment en train de le découvrir. Donc, c'est sidérant qu'un philosophe qui avait été notoirement nazi, dire qu'il avait vraiment adhéré, qui avait même voulu être plus ou moins le philosophe du mouvement, ce qui n'a pas réussi à être. C'est étonnant qu'il ait pu devenir la coqueluche de toute la gauche intellectuelle. Bon, pas seulement de la gauche philosophique, mais également une bonne partie de la gauche littéraire. Il y a encore des gens qui pensent que Heidegger est le seul philosophe qui permet de penser réellement la littérature, en tout cas la poésie. C'est peut-être vrai, si vous voulez, parce que la question qui se pose, c'est qu'il aurait fallu réfléchir un peu plus tôt sérieusement au degré auquel on peut se permettre ou se sentir obligé d'établir une connexion, si vous voulez, entre ce que quelqu'un est capable de faire en philosophie et puis les prises de position auxquelles il... pratique sur le terrain, voilà. dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas forcément une connexion très évidente, ni une connexion essentielle. Bon, c'est à ça qu'il aurait fallu réfléchir d'un peu plus près. Mais à partir du moment où on pensait qu'il y avait ce genre de connexion, et on l'a pensé pendant pas mal d'années, il aurait fallu s'intéresser un peu plus sérieusement au cas de Heidegger. Alors ça n'a pas été fait, pourquoi? Parce qu'on a en réalité toujours adopté, je crois, la même attitude qui consiste au fond à ne rien pardonner aux petits et aux moyens, et à les sanctionner avec la plus grande dureté, et à tout pardonner aux grands. Ce qui fait que, en réalité, c'est une comédie qu'on joue. On fait semblant, disons, de se poser sérieusement la question de savoir si le fait que Heidegger ait été nazi a ou non une incidence sur l'idée qu'on peut
se faire de l'importance de sa philosophie, on fait semblant de jouer ce jeu-là. En réalité, on est convaincu dès le début, et on n'en demandera pas, c'est tout à fait clair, que Heidegger est de toute façon le plus grand philosophe du XXe siècle, et que c'est la seule chose qui, en fin de compte, possède une importance réelle, si vous voulez. Donc moi je crois que j'ai beaucoup de mal à prendre au sérieux, si vous voulez, cette espèce de semblant de questionnement qui en réalité n'en est pas un. Non, puis il y a des articles hallucinants sur comment dire, des héritiers de Heidegger, des gens qui se réclament d'Heidegger et qui expliquent que bon, finalement son antisémitisme était minimal. Enfin, comme s'il y avait des degrés dans l'antisémitisme. Et enfin, c'est des contorsions qui sont très très drôles à lire. Oui, je suis bien d'autre avis. J'étais d'ailleurs assez étonné de voir qu'un des heideggeriens français qui passe pour très compétent, semble avoir découvert qu'il y avait des déclarations antisémites de Heidegger. Je savais depuis très longtemps qu'il y en avait. Elles n'étaient pas tellement difficiles à trouver. Donc on est quand même un peu étonné. Ce qui fait que c'est assez désolant. On a l'impression d'une espèce de comédie qui s'est jouée pendant très longtemps et qui continue à se jouer et dont le dénouement est déjà connu. C'est-à-dire le dénouement, c'est de toute façon, Heidegger aurait pu être encore 10 fois plus compromis. Bourdieu l'avait déjà dit d'ailleurs, je me souviens de discussions que j'ai eues avec lui, il me disait, tu sais, il pourrait en avoir fait encore 10 fois plus, ça ne changerait rien. Et je pense qu'effectivement, ça ne changera rien. Mais il reste une question, vous avez tout à fait raison de la poser, il reste une question importante, c'est quel genre de relation y a-t-il entre ce que quelqu'un est capable de faire en philosophie et la manière dont il se comporte dans le domaine politique. Ça, c'est une question réelle et importante. Et quelles sont les conclusions qu'on peut tirer des erreurs, en l'occurrence une erreur quand même majeure, commise dans le domaine politique. Quelles conséquences on peut tirer de ça pour la compréhension et l'évaluation de ce qu'il a fait en philosophie. Alors, pour parler du rapport entre philosophe et politique, vous parlez assez souvent de retour de la French Theory, et vous l'aviez dit tout à l'heure, avec une espèce de virginité, comme si aucune objection qui avait été émise n'avait vraiment été prise au sérieux. Déjà, quels sont les signes de ce retour? Par quoi est-ce que ça se traduit concrètement? Et quelle est l'influence encore actuelle de gens comme Foucault ou Deleuze sur la gauche et aussi sur la droite, puisque je vous ai lu, vous disiez que vous parliez d'utilisation de Foucault par le patronat, dont il était devenu une référence. Enfin voilà, comment s'opère cette récupération et quels en sont les signes? Ça me semble se traduire essentiellement par une espèce de déferlement de publications, en particulier sur Foucault. Sur Foucault, mais il n'y a pas que Foucault, évidemment, Derrida lui-même, peut-être un peu moins, Deleuze, etc. Non, j'ai à nouveau l'impression, à entendre certains, et en particulier quand on regarde ce qui se passe à la rue d'Ulm, où il y a ce centre de recherche sur la philosophie française contemporaine, que dans la deuxième moitié du XXe siècle, il n'y a eu grosso modo d'important que ce qui s'est passé en France. Ce qui, à moi, me pose un problème, parce que c'est précisément tout ce dont j'ai essayé de sortir. C'est-à-dire, dans les années 70, ce que je cherchais en premier lieu, c'était à échapper à ça, si je peux dire les choses un peu brutalement, ce qui ne veut pas dire que je ne me suis pas intéressé à ce qui se faisait dans ce domaine-là. Parce que je suis tenté de dire que la différence entre moi et les gens dont nous parlons, c'est que moi je les ai lus, alors que la réciproque, je doute fortement qu'elle soit vraie. En tout cas, à l'époque, ils ne lisaient sûrement pas les auteurs que je lisais. Moi, mon problème, c'était pas de persuader les gens de cesser de lire des gens comme Foucault, Derrida, Deleuze, etc. C'était de les convaincre qu'il y avait d'autres auteurs qui devraient lire aussi. En particulier Wittgenstein. Oui, bon, mais pas ce que seulement. Deleuze disait sur dans son abécédaire, le W, qu'il avait assassiné la philosophie. Oui, ça. Au moins, il l'avait lu s'il disait ça. Ah non, d'accord. Non, ça, je peux vous certifier que non. S'il l'avait lu, il n'aurait pas pu dire ça, c'est ça le problème. Puis de toute façon, c'est puéril, si vous voulez, parce que
ça fait partie des propos qu'à mon avis, il vaudrait mieux éviter par charité de citer, parce que Wittgenstein, d'abord la philosophie a résisté à bien d'autres tentatives d'assassinat, y compris à celle-là. Ensuite, il ne serait pas très difficile de démontrer que Wittgenstein aimait autant la philosophie que Deleuze. Il n'en avait pas la même conception, ça c'est sûr. Carnap non plus. Carnap en avait une conception qui est également différente et très éloignée de celle de Wittgenstein. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé, désespérément, parce qu'il y avait des moments où il y avait de quoi désespérer, de convaincre les gens qui regardaient uniquement ce qui se passait en Allemagne, et à côté évidemment de ce qui se passait en France, de les convaincre qu'il se passait aussi des choses ailleurs. Et on pourrait exprimer ça en disant que je m'étais rendu compte qu'il y avait eu, à un moment donné, une espèce de déplacement du centre de gravité de la philosophie disons, de l'Europe vers le monde anglo-saxon, pour des raisons qui sont des raisons historiques bien connues, c'est-à-dire l'émigration, c'est-à-dire une bonne partie des... Tout à l'heure, on évoquait ce problème. Une bonne partie des gens qu'on considère comme les créateurs de la philosophie analytique étaient des gens qui venaient d'Allemagne, d'Autriche et d'Europe centrale, et qui se sont retrouvés à un moment donné, pour des raisons que nous connaissons, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie. Ça a été Popper est parti en Nouvelle-Zélande, si je me souviens bien. Donc là, il s'est produit quelque chose dont, me semble-t-il, la France n'a pas pris conscience. En tout cas, quand j'ai commencé à faire de la philosophie sérieusement, au début des années 60, j'avais l'impression d'être entouré de gens qui étaient totalement inconscients de ça, et qui réglaient le problème simplement en disant et en répétant qu'il n'y avait pas de philosophie dans le monde anglo-saxon. Vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'ai entendu répéter ça. Il n'y a pas de philosophie, il ne s'occupe que de logique, ou il ne s'occupe que du langage. Ce qui est une autre façon de dire qu'on avait affaire à des philosophes qui n'avaient aucune idée de ce que c'était qu'un problème philosophique réel et sérieux. Parce que le fait de réduire tous les problèmes de philosophie à des problèmes de langage, c'est quelque chose qui semble tellement contraire à l'idée qu'on se fait de ce que doit être la philosophie que... Oui. Pardon, non, je vous interromps encore, mais du coup, sur l'influence que ce genre de... C'est-à-dire le fait qu'on mette de côté tout un pan de ce qui se passe en philosophie, quel genre d'influence ça peut avoir sur des courants politiques voilà, j'imagine que tous ces gens qui ont fait l'ENA et qui nous gouvernent aujourd'hui sont les héritiers d'une certaine tradition philosophique. Et donc, quelle influence ça a sur leur manière de faire de la politique ? Je ne sais pas, je serais embarrassé si je devais vous dire avec précision de quelle façon ils sont influencés par la philosophie, bien que manifestement ils le soient, ça là-dessus, ça ne fait aucun doute. Ils ne sont pas toujours, et même me semble-t-il assez rarement, impressionnés parce que la philosophie produit de meilleur. Ils le sont souvent plutôt parce qu'elle produit de plus douteux, et de plus mauvais. Mais en revanche, ce dont je pourrais éventuellement parler, bien que ce soit un peu difficile, c'est que je crois que la philosophie analytique a des vertus réelles quand on se risque sur des terrains de ce genre. C'est-à-dire que la recherche de la clarté et de la précision, c'est une des meilleures choses qui puisse arriver au discours politique. C'est-à-dire si on décidait d'être réellement un peu plus clair, un peu plus précis et un peu plus soucieux de l'argumentation et de la vérité, je pense que le discours politique, que voilà un lapsus révélateur, le discours politique pourrait peut-être retrouver une certaine respectabilité, mais j'ai l'impression qu'on retrouve souvent, malheureusement, dans les discours philosophiques lui-même, une bonne partie des défauts qui sont si perceptibles, et même si évidents dans les discours politiques, c'est-à-dire un goût de la rhétorique, un art de parler pour ne rien dire, qui devient absolument décourageant, un sens, une sensibilité à la question de la vérité extrêmement peu développée. Enfin, vous voyez, il y a des... Alors ça, j'aimerais vous en parler parce que c'est quelque chose dont vous parlez souvent, de l'affaiblissement, de la critique en gros du relativisme culturel et de l'affaiblissement de la vérité en philosophie
comme en politique. C'est quelque chose que vous partagez avec Chomsky et même plus loin Orwell. Vous déplorez que vous dites la sensibilité à la vérité devrait être une composante essentielle de l'éducation démocratique. Or, vous constatez que la vérité objective, c'est une notion qui a souvent été qualifiée de répressive, avec l'idée que c'est les puissants qui décident de ce qui est vrai ou ne l'est pas, et que cette mise en question, cette remise en cause de la vérité a énormément influencé la philosophie contemporaine française. Et vous avez notamment, j'ai écouté tout un cours que vous faisiez sur Foucault et la volonté de vérité. Enfin, vous décriviez comment il avait remis en question cette notion-là. Et est-ce que, de manière générale, en dehors des conséquences que ça a eu sur la philosophie française, est-ce que vous pourriez décrire les conséquences que ça a eu sur les médias, sur la pratique journalistique et sur la pratique politique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'en gros, la manière dont les médias présentent la vérité est influencée aussi par ce relativisme? Est-ce qu'on hésite à présenter les faits comme étant objectivement vrais, mais toujours le jeu de rapport, Il me semble que ça se traduit essentiellement dans le fait qu'il est de plus en plus difficile d'utiliser des notions comme celle de vérité et d'objectivité, parce que pratiquement dès que ces mots-là sont utilisés, il y a des réactions de deux sortes, c'est-à-dire on vous dit mais ça, il n'est plus possible de parler de ça parce que il y a eu tout un processus de déconstruction qui a abouti à cette conséquence que ces termes de ce genre ont perdu toute espèce de respectabilité. Et puis l'autre chose qu'on dit en général, c'est que ces notions-là sont, comme vous rappeliez certaines choses que j'ai dites là-dessus, ces notions-là sont en elles-mêmes des notions qui sont de nature répressive. C'est-à-dire que quand on parle de la vérité, c'est en gros, à peu près toujours, pour aller dans un sens précis, qui est celui d'une subjectivisation, d'une relativisation de la vérité. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que la démocratie, puisque votre question porte sur les conséquences politiques, qui se manifestent déjà de différentes façons, l'impression qu'on a, donc, c'est qu'il faudrait démocratiser la notion de vérité elle-même. La démocratie exige qu'on démocratise la notion de vérité elle-même, c'est-à-dire que chacun ait droit à la sienne, que chacun ait droit aussi, le droit aussi de choisir la méthode qui lui semble la plus appropriée pour parvenir à la vérité, c'est-à-dire ça peut être effectivement l'argumentation logique, l'expérimentation scientifique, etc. Mais ça peut être aussi la divination, la révélation, etc. On a l'impression qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer l'une de l'autre ces façons de faire, ces façons de chercher la vérité, et le genre de vérité qu'on découvre, ou qu'en tout cas on peut espérer découvrir à chaque fois. Alors, on est confronté donc à une question essentielle, qui est quel genre de relation la démocratie doit-elle entretenir avec la question de la vérité? Alors, surtout, j'ai travaillé à ce propos-là sur Bertrand Russell, dont on parlait il y a un instant. C'était quelque chose qui l'indignait particulièrement. Il pensait qu'il y a une chose qu'on ne peut pas démocratiser, c'est la vérité. C'est-à-dire, la vérité scientifique, par exemple, si elle existe, elle s'impose à tout le monde de la même façon. Donc, il n'y a pas de choix, on ne peut pas décider ça. C'est une chose qu'on ne peut pas soumettre au vote, c'est une chose qui ne peut pas dépendre de la préférence subjective des citoyens. Donc c'est quelque chose qui échappe à la démocratie. Malheureusement, enfin, on peut le regretter. Alors ça pose une quantité de problèmes politiques. Par exemple, il y a la question de l'expertise. Quand il faut prendre des décisions, il y a des décisions extrêmement difficiles à prendre. Par exemple, dans le domaine de la protection de l'environnement. Alors, est-ce que, d'un côté, il est désastreux, il serait absolument désastreux que ces questions doivent être décidées unilatéralement et dogmatiquement par des experts, parce que souvent les experts sont loin d'être aussi experts qu'ils prétendent l'être. Ils sont tout à fait capables de commettre des erreurs, des erreurs importantes. Ils sont tout à fait capables de se laisser déterminer par des intérêts qui faussent leur jugement. Par exemple, les débats sur le climato-scepticisme, les débats sur le réchauffement climatique, en ce moment, et quand on voit les sommes d'argent qui sont
consacrée par les firmes qui ont un intérêt à cela, pour financer des recherches dont les conclusions sont prescrites d'avance, c'est-à-dire destinées à renforcer les convictions climato-sceptiques du plus grand nombre de gens possible. Donc il y a quelque chose qui... Ça, c'est un problème, vraiment un problème essentiel, et auquel nous sommes confrontés presque quotidiennement. C'est-à-dire, d'un côté, on est quand même tenu d'accorder un certain avantage aux gens qui se sont donné les moyens de chercher honnêtement et de trouver la vérité. Et puis de l'autre, on est obligé de rester conscient, c'est malheureux à constater, de rester conscient du fait que les gens qui occupent ce genre de position sont aussi capables de se comporter comme des escrocs, comme des faussaires, etc. Ça, c'est un des aspects du problème. Et ce qui serait le plus désastreux, c'est de se dire qu'on pourrait tout aussi bien renoncer à l'idée même de vérité et d'objectivité, ce que certains proposent sérieusement. C'est-à-dire des gens qui disent il n'y a qu'à oublier tout simplement ce genre d'idées. Le jour où on ne parlera plus de vérité, évidemment, il n'y aura plus de gens qui sont capables de commettre des crimes au nom de la vérité. Malheureusement, c'est une illusion complète de croire ça, parce que ça sera simplement le règne de la force, sans aucune espèce de correctif d'aucune sorte. Bon, ça me paraît en tout cas clair. Alors il y a une chose, quand vous parlez des experts, parce que les médias, pourtant, les journalistes se félicitent de rechercher la vérité et de présenter l'objectivité chez un journaliste, c'est un peu, comment dire, c'est obligatoire. Mais quand je vois la consommation, vous parliez des experts, la consommation d'experts que fait la télé, dans chaque émission, on a un expert de ceci, un expert de cela, donc on pourrait penser que non, il y a... en tout cas, on ne fait pas comme si toutes les opinions se valaient, en tout cas dans les médias. La parole de l'expert par rapport à la parole de, je sais pas, quand vous avez un plan social dans une usine, on a la parole de l'expert et puis la parole de l'ouvrier, bon, elles sont pas vraiment au même plan. Donc c'est pour ça que voilà, j'avais pas l'impression non plus que dans le fonctionnement des médias, ce relativisme était si important. Mais ce que je me disais après, c'est que finalement, le problème, c'est que ces experts présentent comme des faits objectifs, ce qui n'est finalement que leur interprétation. Et c'est peut-être là qu'est le problème, c'est qu'on n'arrive pas, c'est difficile de faire le départ entre ce qui est un fait et ce qui est une interprétation. Alors il y a ce problème-là, il y a une méthode. Ce problème-là, bien entendu, parce que Nietzsche disait il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Je pense qu'il ne faut pas dire ça. Nietzsche a tort de dire ça. Il n'a d'ailleurs pas dit que ça, il n'a pas toujours dit ça non plus. Mais oui, il y a une méthode. Vous avez raison, on recourt beaucoup aux experts, en tout cas aux experts supposés tels, parce qu'il y a des domaines, où, par exemple la psychologie, où on peut se poser réellement des questions souvent sur le degré réel d'expertise, enfin de compétences des gens auxquels on fait appel. Bon, mais le fait est que, oui, vous avez raison, on se sent obligé constamment de faire entendre des gens de cette sorte. Non, ce à quoi je pensais, quand je parle de ces choses-là, ce à quoi je pense, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire à la tendance qu'on a, et qui n'est pas en contradiction avec ce que nous venons de dire, quand il est question de confronter différentes approches de la question de la vérité, c'est-à-dire, par exemple, quand il est question de comparer la démarche de la science à celle de la religion ou à celle des pseudosciences. Où là, alors je trouve que les médias ne font pas de différence réelle. Bon, c'est-à-dire, je pense qu'on pourrait démontrer assez facilement que la place qui est accordée à la science, je veux dire aux émissions scientifiques dans les médias, est extrêmement réduite. Comparée à celle des pseudosciences, on a presque plus de chances d'entendre parler d'astrologie que de sciences physiques. Tous les matins, vous entendez parler d'astrologie, vous avez l'horoscope. Alors là, la question qui se pose, c'est qu'il n'est pas scandaleux en soi qu'on parle, et on parle aussi d'une certaine façon, parce qu'il y a bien des façons de le faire, qu'on parle aussi de ces choses-là. Mais on n'a pas l'impression qu'une différence réelle est faite. Enfin, quand j'entends les frères Bogdanov, je suis quand même toujours un peu inquiet
je vous l'avoue. Ils ont gagné leur procès, attention. Hein. Je sais, je sais. Donc, je n'en dirai pas plus. Oui. Je n'en dirai pas plus. Non, non, mais je veux dire que là, je ne suis pas certain, je ne suis pas sûr que les médias jouent tout à fait leur rôle. On pourrait, bon, je pense que la BBC, quand même, c'est un peu mieux. Il y a quand même, la science a une place un peu plus importante. Mais bon, dans nos médias à nous, je trouve toujours un peu choquant le fait que quand même le point de vue des rationalistes est quand même rarement présent. Bon, il se trouve que j'ai quelques liens avec l'Union rationaliste, bon, qui est devenue une structure, mais vraiment quelque chose de complètement marginal. L'impression qu'on a, c'est que aujourd'hui, la place accordée à la religion, quand même, est redevenue extrêmement importante. Il est de plus en plus difficile de demander aux gens qui affichent ouvertement des croyances d'une certaine sorte de donner des raisons de ce qu'ils croient. C'est même une chose qui, en principe, ne se fait pas, ce qui veut dire que on se trouve en plein dans la situation que déplorait Russell. Russell pensait que la seule raison sérieuse qu'il puisse y avoir d'adopter une croyance, c'est les chances qu'il y a qu'elle soit vraie. Or, c'est, semble-t-il, la question qui compte le moins. Si vous voulez. Il est devenu à peu près impossible de demander à des croyants quelles raisons ils ont exactement de penser que ce qu'ils affirment est vrai. Et ça, c'est quand même un peu regrettable et inquiétant. Parce que, en plus, c'est antidémocratique, si vous voulez. Je pense qu'il y a c'est presque. Vous savez, c'est Valéry qui disait demandez toujours des preuves. Les preuves sont la politesse de l'esprit. Et je crois bien que j'ai dit qu'on était entré dans une situation d'impolitesse, situation générale, si vous voulez, d'incivilité extrême. Parce que, pour cette raison-là, parce qu'effectivement, il est de plus en plus difficile quand les gens vous expliquent je crois ceci, je crois ça, etc. Et se mettent à vous parler de quelque chose qui à vous semble complètement absurde, voire même quelquefois dangereux. Il devient de plus en plus difficile de dire mais quelle raison ?